France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Les entretiens de Paul Léotot avec Robert Mallet sont tellement célèbres dans l'histoire de la radio et de l'édition, en l'occurrence le Mercure de France, que l'on se demande si les rediffuser est vraiment nécessaire. On se dit que tout le monde les connaît par cœur. Puis on réfléchit. Et quand bien même, après tout dans un autre domaine, tous les téléspectateurs se délectent bien de passages réguliers, répétés d'une trentaine de vieux films en noir et blanc, toujours agréables à redécouvrir. Et puis non, personne ne les connaît vraiment par cœur, ces entretiens. On a simplement en mémoire les grognements, les aboiements de Léotot, le bruit de sa canne qui tape nerveusement la table, et la patience, la ruse, les taquineries de son intervieweur, Robert Mallet. L'un et l'autre parlaient au micro, on s'en doute, mais sans préparation, ou du moins sans que les questions aient été soumises préalablement à l'invité, ce qui était rare pour l'époque. Bref, le vieux Léotot, un peu connu à l'époque, mais pas tellement, pour quelques pages prépubliées de son journal littéraire. Il ne le sera vraiment intégralement en 19 tomes qu'après sa mort. Il est connu pour In Memoriam, mais connu par peu de monde. Paul Léotot devint, lui, en quelques semaines, alors, un homme célèbre grâce à la radio. Pour sa part, bien sûr, il refusait de s'écouter. Du reste, il n'avait pas d'appareil de radio chez lui. Entretien Paul Léotot, Robert Mallet, première diffusion sur la chaîne nationale, décembre 1950. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. S'il faut en croire vos propres paroles, monsieur Léotot, une chose qui console de vieillir et qui même y fait trouver de l'agrément, c'est de savoir, d'année en année, plus et mieux, et de voir plus clairement choses, gens et soi-même. Ainsi, vous admettez que la vieillesse, toute pénible qu'elle soit, comporte certains avantages. Avoir atteint 78 ans, comme vous l'avez fait, est finalement une sorte de privilège dont on peut tirer profit soi-même, et dont on peut également faire profiter les autres. Je vous fais remarquer que je ne dis pas dont on doit faire profiter les autres, parce que je sais que cette seule idée du devoir vous serait particulièrement désagréable. Vous avez donc la possibilité, après vous être enrichi, de nous enrichir nous-mêmes en nous révélant un peu, rien qu'un peu, de ce que vous avez accumulé au cours d'une très longue vie passée dans les milieux où s'est fabriquée la pensée française. Une vie où l'esprit de critique n'a jamais perdu ses droits et en somme, une vie d'homme curieux au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qui prend soin de tout ce qu'il considère. Je me le dis quelquefois, c'est vous, ici, qui parlez encore, j'ai tout de même vu dans ma vie quelques petites choses. J'ai connu des gens, collectionné quelques idées, passé dans bien des milieux, appris bien des choses. J'ai toujours su regarder, écouter, deviner, curieux en dedans, si je puis dire, ayant toujours l'air de dormir, mais voyant et entendant tout. J'ai une mémoire merveilleuse, et une grande capacité à retrouver les sensations éprouvées. Eh bien, c'est cette merveilleuse mémoire, c'est cette capacité à recréer les sensations passées que je vais mettre à contribution dès maintenant, si vous le voulez bien. Avant que vous suscitiez, ou plutôt que vous ressuscitiez votre enfance la plus lointaine, votre enfance presque brumeuse, je voudrais que vous précisiez l'origine de votre famille. Vous êtes né à Paris, on vous considère généralement comme un Parisien, mais votre père, Firmin Léotot, était un provincial, je crois. Mon père est né à Fourches dans les Alpes, dans les environs de Barcelone. Un vrai fils de paysan. Il m'a dit une fois qu'il avait gardé les troupeaux dans son enfance. Et puis alors, à 20 ans, il est venu à Paris. Il est entré comme apprenti chez un oncle, qui était bijoutier, Faubourg Montmartre, à la Maison Rouge. La maison a encore existé pendant longtemps. Alors là, il était... cet oncle était très avare et puis très juponnard, bien qu'il fût déjà un vieillard.
Alors il y avait la marraine qui était beaucoup plus jeune, et mon père se trouvait très gratté par la marraine. Oui, gratté, très, très gratté. Bon. Et puis alors, je ne sais pas comment, l'oncle est mort, mon père a hérité tout le mobilier, je ne sais pas ce qu'est devenu la marraine, mais Firmin Léoto s'est présenté au conservatoire. Mais comment le t'est venue l'idée? Je n'en sais rien. Un métier manuel? Oh, je n'en sais rien. Mon père ne parlait jamais de lui. Moi, j'ai su ça quand il est mort par les articles de journaux qui ont paru sur lui. Lui, à la maison, il ne parlait pas. Donc, il a préparé le conservatoire à Paris. Il est entré au conservatoire. Il en est sorti, je ne sais pas au bout de combien de temps, avec un deuxième prix de comédie et un excessif de tragédie. Bien. Alors, il a joué dans tous ces théâtres qui étaient à cette époque-là, sur les boulevards, ce qu'on appelait le vieux boulevard du Temple, le gymnase, l'ambigu comique, et puis, je ne sais pas, un théâtre qui se trouvait du côté du boulevard Beaumarchais. Il a joué à l'Odéon. J'ai un portrait-charge chez moi qui le représente, avec la médaille de ses prix du conservatoire à la main, et de chaque côté, les affiches des pièces dans lesquelles il avait déjà joué. Mais je crois qu'il a abandonné finalement le dessus des planches pour passer dessous en qualité de souffleur à la Comédie Française. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, on a toujours dit, je ne l'ai jamais constaté pour ma part, on m'a toujours dit que mon père avait un certain défaut de prononciation, qui pouvait lui nuire de sa carrière. Alors, moi, je suis né en 72, c'était la charge d'un enfant, vous n'avez pas de mère, n'est-ce pas? Je n'avais que mon père qui m'a gardé. Vous n'aviez pas de mère? Non. Votre mère ne... Oui, enfin, ma mère était partie 8 jours après ma naissance. Bon, alors je me trouvais donc à la charge de mon père. Mon père n'était jamais à la maison. Mais vous anticipez un petit peu, j'aurais voulu vous faire préciser dans quelles conditions vous étiez venu au monde, et à la suite de quel concours de circonstances. N'est-ce pas, mon père avait connu au théâtre une nommée Fanny, comme ça. Alors, comédienne? Oui, une comédienne, ouais. Alors, ils étaient devenus amants et maîtresses, bon. Et puis alors, il y avait une sœur. Fanny était beaucoup plus âgée que sa sœur. Alors, il y avait une sœur qui s'appelait Jeanne. Bon. Alors, de temps en temps, mon père et sa maîtresse Fanny habitaient rue Lamartine. Et je crois que c'est tous les dimanches, la jeune Jeanne venait voir sa sœur. Et oui, bon. Et alors, un soir, un dimanche, il était tellement tard, minuit, je crois, que mon père a trouvé que c'était un petit peu risqué de laisser rentrer cette jeune fille de la rue Lamartine à la rue d'Odessa, là-bas, à Montparnasse. Alors, elle est restée chez lui. Le père Léoto a dit, elle n'a qu'à coucher ici, voilà tout. Et finalement, elle a évincé la première. Elle a évincé sa sœur. Oui. Et c'est comme ça qu'elle est devenue votre mère. Oui. Oui. Vous êtes donc venu au monde en 1872, rue Molière. Oui. Je suis parisien par les femmes. Toutes les femmes dans le côté de ma famille sont les parisiennes. Le père Léoto, lui, est en bas-alpin. Et puis alors, n'est-ce pas, comme il avait cette charge, comme il avait ce petit inconvénient dramatique pour sa carrière, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, il avait à la Comédie Française un ami de conservatoire qui s'appelait Mauban, et qui lui a dit, écoute mon cher, si tu veux entrer à la Comédie Française, la place de souffleur est libre, et tu y seras très bien. Et il est devenu premier souffleur. Il est devenu, à cette époque-là, il n'y en avait qu'un, il est devenu souffleur. Voilà. Et quand vous êtes né, était-il encore acteur ou était-il déjà souffleur? Il était encore acteur. Il n'est entré à la Comédie Française qu'en 75. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui est une façon de parler, je n'ai pas eu de mère. Pouvez-vous expliquer comment vous avez été abandonné par votre mère tout de suite après? J'en sais rien. Ma mère avait une existence escabreuse, si vous voulez. Enfin, n'est-ce pas, voilà. Du reste, n'est-ce pas? Elle aurait pu avoir une existence scabreuse. Et je n'ai jamais approfondi, n'est-ce pas? Je crois que tous les deux étaient aussi cascadeurs l'un que l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, n'est-ce pas? Alors, on vous a confié à une nourrice? J'ai d'abord été chez une nourrice, et puis, qu'au bout d'un an et demi, j'étais dans un tel état, les médecins ont dit, cet enfant ne vivra pas. Bon. Cette nourrice, paraît-il, s'amusait à me laisser des journées entières avec un bout de chiffon trempé dans du lait. Alors, vous comprenez que au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus rien au chiffon, n'est-ce pas? Et je continuais à sucer, ce qui est, paraît-il, très débilitant.
Évidemment. Alors on m'a mis chez une autre nourrice, Chaussée du Maine, qui m'a recalé très bien. Et alors à l'âge de 2 ans, je suis rentré à la maison chez mon père, rue des Martyrs, qui a pris une bonne spécialement pour moi. Alors ça, c'est la mère. Cette vieille bonne, c'est la mère. C'était la vieille Marie Peset, je Oui, crois. ce que cette femme a été pour moi, vous savez. Elle s'est occupée de vous pendant combien d'années? Oh, une dizaine d'années. Alors vous avez habité rue des Martyrs avec votre père et cette vieille bonne. Oui. Et sans jamais voir votre mère. Ah oui. Ma mère venait me voir comme ça tous les 3 ans. Ouais. Mais aviez-vous été baptisé? Oui, j'ai été baptisé à l'église Saint-Roch. J'ai été déclaré à la mairie de Saint-Germain-l'Auxerrois et j'ai été baptisé à Saint-Roch. Et quels étaient vos parrains et marraines? Mon parrain était un comédien qui s'appelait Beauvalet et ma marraine était une sociétaire de la Comédie Française qui s'appelait Bianca, qui a été également la marraine des enfants de Réjeanne. J'allais chez elle tous les dimanches là-bas, rue de Courcelles, n'est-ce pas? Elle s'occupait de vous? Oh oui, des cadeaux et charmante. Voilà. Vous voilà donc avec votre père et cette vieille bonne rue des Martyrs. Ouais. C'était au 13, je crois. Ouais. Ensuite au 21. Votre père a toujours aimé ce quartier. Et vous-même y êtes resté assez attaché. Oui, c'est-à-dire que je le trouve affreux maintenant. Et pourquoi le trouvez-vous Ah, affreux? mais je n'en sais rien. Je me rappelle que, enfin, je pense. Il n'a justement pas beaucoup changé. Oui, C'est un oui. des rares quartiers de Paris qui ait conservé sa physionomie du passé. Oui, mais enfin, la rue des Martyrs, dont j'avais conservé une idée mirifique, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais c'est un boyau, c'est Oui, parce que vous ne croyez pas que c'est un phénomène normal. On considère toujours ce qu'on a vu quand on était enfant avec une certaine déception quand on a atteint l'âge d'homme. Ouais. On croit que c'était toujours plus grand, plus beau. Je regrette beaucoup le bassin de la place Saint-Georges où on a mis un bus de Gavarnie, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il y avait un bassin autrefois. Il y a un bassin, je passais mes journées là à faire marcher des petits bateaux. Et vous avez connu la butte Montmartre dans Comme sa un terrain sauvagerie, vague, presque. un terrain vague, oui. Et vous alliez y jouer Oui, avec ma bonne. avec la vieille Marie Peset Ouais. tous les jours. Ah, tous les jours. Et vous alliez à Et le l'école. dimanche, nous allions avenue des Champs-Élysées regarder le défilé des équipages. Les équipages qui allaient au bois de Boulogne. Oui. C'était autre chose qu'aujourd'hui, vous savez. Alors je m'imagine que Il n'y c'était avait autre chose. pas une boutique avenue des Champs-Élysées à cette époque-là. Il y avait les grands hôtels particuliers avec des jardins. Oui. Et les équipages. Et des chaises de fer sur les 2 trottoirs de chaque côté. On s'asseyait là pour regarder le défilé. Vous avez été à l'école maternelle. J'ai été à une école enfantine, rue Milton, et ensuite à l'école communale, rue Rodier. Et étiez-vous un bon élève? Oui, pas discipliné, mais j'étais un bon élève. Oui. Studieux? Oui. Studieux, oui. Mais enfin très bavard et très répondant. Et je récoltais des pinceaux. Parce que vous cherchiez à faire Non. l'école buissonnière. Non. Oh, j'ai fait une fois l'école. J'ai fait une fois l'école buissonnière pendant 15 jours. Pendant 15 jours? Oui, pendant 15 jours, je racontais que le professeur était malade, ensuite que sa mère était malade, ensuite qu'elle était morte, ensuite qu'il avait fallu qu'il parte en province pour l'enterrement, tout ça. Pendant ce temps-là, je me baladais sur la butte Montmartre. Et ça s'est terminé comment? Ah, ça s'est terminé qu'un jour, on est venu voir de l'école de ce que j'étais devenu, que je perdais tout. A pris mal la chose. J'ai reçu une tournée, là. Qui vous a incité à ne plus recommencer. Ah, oui. Enfin, quand vous étiez petit garçon et que vous alliez à l'école, si j'en crois ce que vous dites dans un de vos fragments, j'étais un petit garçon qui ne se plaisait qu'avec les petites filles, Oui. ou les grandes filles, ou seul dans son coin. Oui. Ainsi, vous n'aimiez pas beaucoup les petits garçons. Ah non, je jouais rue Milton avec des petites filles. Vous aviez une nature plutôt affectueuse. Non, je n'aimais peut-être pas les cris, les brutalités, enfin comme ça. Je me plaisais beaucoup avec ces gamines. Et vous étiez déjà un peu solitaire de nature, Oui, un peu... j'ai toujours été. Je vivais sous la table de la salle à manger. Sous la table de la salle à manger, en compagnie d'un animal, sans D'un doute. chien, oui. D'un chien. Comment Alors, le s'appelait-il, père- ce chien? Tabac. Et le père Léoto et rue Milton racolait des gosses à qui il donnait des sous pour me tirer de là. Jamais on n'a pu m'en tirer. Et qu'est-ce que vous faisiez sous cette table? Rien. Vous vous consoliez sur Non, ce chien? j'étais nul. Vous n'étiez pas malheureux? Mais pas du tout. Mais vous n'éprouviez pas l'impression d'un manque Rien du tout. Mais la présence de votre mère ne vous manquait pas? Voyons, ma mère est partie, il y avait Oui, 3 mais jours que quelquefois, j'étais- on n'a pas connu les choses, mais Oh on non, peut en non, éprouver une oh espèce de non, nostalgie. oh non, non. Ah. Au contraire, c'était pour moi, quand elle venait, n'est-ce pas, un supplice. Mais vous l'avez très peu vue. Oui.
Je crois que vous l'avez revu quand vous aviez 8 ou 10 ans. Ah non, je l'ai vu plus tôt, enfin. Mais enfin, je vous dis, je l'ai peut-être vu en tout 8 jours dans ma vie. Et ben, quand ma bonne me disait, tu sais, ta maman va venir, c'était pour moi une appréhension. Je ne connaissais pas cette femme, n'est-ce pas? Oui. Mais le caractère de votre père, je crois, n'était pas toujours conforme, enfin, à ce que votre nature aurait aimé qu'il Le soit. père Léoto est un homme qui ne parlait pas, n'est-ce pas? Voilà. C'était un homme coléreux? Ah oui, mais enfin, il n'avait pas d'occasion pour moi, non. Mais il ne parlait pas, n'est-ce pas? Du reste, il n'était pas Et là. s'occupait-il un peu de vous? Non, Pas du tout. pas du tout. Et vous couchiez chez votre père? Non, je couchais chez ma bonne, rue Clausel. À rue Clausel, oui, tout à côté alors. Oui, parce que le père Léoto rentrait tous les soirs avec une femme différente et ma bonne avait trouvé que c'était un petit peu pas un spectacle à offrir à un enfant. Non, évidemment. Mais il devait recevoir chez lui des acteurs. Oui, quand on était au 13, là, les martyrs, on donnait il avait obtenu le monopole des représentations des pièces de ma fils en province. Alors, il avait plusieurs troupes d'acteurs qui faisaient répéter là. Il faisait de la mise en scène, enfin, il faisait Non, répéter il simplement. avait des troupes. Et est-ce que vous n'avez pas connu là un mime qui était les Paul nuls, Legrand. le rival Oui, de mais- De Bureau? L'élève L'élève de De L'élève Bureau. de Bureau, oui, Paul Legrand. Paul Legrand, qui jouait dans quel théâtre à ce moment-là? Il y avait encore un théâtre de pantomime? Oh non, il jouait. Non, il était très vieux, vous savez, il habitait là dans la vieille rue Lamartine. Je crois qu'il ne jouait plus. Mais est-ce que votre père n'avait pas fait lui aussi de la pantomime, hein? Oh non. Non, pas du jamais. tout. Non. Enfin, vous voyez de temps en temps des acteurs. Oh oui, j'en ai vu. Mais où vous les voyez davantage, je pense, c'était à la Comédie Française, Ah oui. évidemment. Ça, oui. Car votre père vous y emmenait très souvent. Oui, dès que j'ai su marcher. 3 fois par semaine, j'allais avec lui dans le trou. Et il vous laissait circuler dans les coulisses. Oui. Oh, j'étais là comme chez moi. Je suis presque né là-dedans. Ah, Et alors, vous avez évidemment beaucoup de souvenirs de la Comédie Française. ouais. Des souvenirs de coulisses, non pas des souvenirs comme ceux que vous avez eus plus tard de chroniqueurs dramatiques. Et Non. j'aimerais que vous évoquiez quelques-uns de ces souvenirs. Je crois que vous aviez un grand plaisir déjà à cette époque-là à voir les pièces, Oui. certaines pièces, Ouais. celles que vous avez aimées plus tard, Oui. Molière, Marivaux, Ouais. Beaumarchais. Ouais. Et je crois que déjà, vous n'aimiez ni Victor Hugo, ni Corneille, Oui. ni même Racine. Oh, Racine. Je crois qu'un jour, votre père a voulu vous faire jouer dans une pièce. Ah non. Enfin, vous faire... Vous connaissez Monsieur de Porsognac? Oui, il y a un divertissement. Enfin, il y a un divertissement où tous les enfants de Porsognac crient à papa, n'est-ce pas? Oui, alors je suis... Alors, vous avez crié « Oh, papa !» comme Oui. ça. Et quels étaient les spectacles qui vous intéressaient le plus à cet âge-là? Ah, les cérémonies des pièces de Molière, qu'on ne donne plus aujourd'hui, qui étaient des choses admirables. Les ballets du bourgeois gentilhomme, par ouais. exemple. Puis la cérémonie de la fin, où tous les sociétaires défilaient sur 2 rangs dans le costume de leur principal rôle. Et la musique de Charpentier ou la musique de Lully, c'était quelque chose. Et déjà, donc, à cette époque, vous aviez une préférence très nette pour la comédie, Oui. pour la tragédie. Oui. Et cependant, vous aviez vu la plupart des tragédies antiques et les grands drames romantiques, Hernani, Ruy Blas, enfin tout ce qui suffit généralement pour émouvoir un esprit d'enfant. Ah oui. Et est-ce que vous avez vu Victor Hugo? Oui, je l'ai vu. Oui. Et vous a-t-il parlé? Oui, il m'a tapoté une joue. Une joue. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez fait pour mériter un semblable Alors, honneur? parce qu'il était là, un soir, qu'on jouait probablement une pièce de lui, et que mon père m'a dit, alors, viens dire bonjour à monsieur Victor Hugo. Alors, il m'a présenté. L'autre m'a donné que pain. Une petite tape sur la joue. Et vous dites dans votre journal, je circulais au milieu de tout ce monde, à l'aise, comme chez moi, et si je parlais peu, j'étais déjà timide, je savais regarder, écouter, retenir. Ouais. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu de tout ce que vous avez regardé, écouté et retenu. Je suis persuadé que vous avez quelques anecdotes concernant les acteurs, car vous avez vu les plus grands de cette époque. Ouais. Arte, par exemple, Sarah Bernard, Oui, puis il a bien joué. Coquelin, Les deux Delaunay, Coquelin, Thiron et les Mounet. Thiron, Worms, celui de Mounet, oui, Laroche. Et vous n'avez pas de souvenirs particuliers sur eux, non? Non. Vous n'en avez pas remarqué un plus qu'un autre. Il n'y en a pas un qui vous étiez plus attaché. Non. Et est-ce que votre père, un jour, n'a pas eu, lui qui aurait voulu tant jouer sur la scène de Ouais. la Comédie Française, n'a-t-il pas eu une fois l'occasion,
presque Oui, inespéré de jouer. On allait- Est-ce que vous pouvez le raconter, cela? Ah oui, oui, n'est-ce pas? Je ne sais plus quelle pièce c'était, mais Thiron n'arrivait pas. Thiron était un homme qui était souvent sous en scène. Enfin, il n'y arrivait pas. Alors on est venu dire à Léoto, bah, mon Dieu, tu sais, il n'y a pas à dire, il faut que tu montes t'habiller et tu joueras le rôle. Et alors je vous dis, on venait de frapper les 3 coups. Le père Léoto était en scène, on a levé le rideau, cet animal de Thiron était arrivé. Ça a été une occasion, Votre père a dû en éprouver beaucoup de peine. peut-être, oui. Mais est-ce qu'une autre fois, vous n'avez pas assisté, ou bien peut-être est-ce votre père qui vous l'a raconté, à une petite scène fort amusante? Il y avait un acteur qui était un peu en état d'ébriété, je crois, m'avez-vous raconté un jour, et qui tenait un rôle d'évêque, et qui tenait en même temps une crosse. Oui, ça, mais c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, oui. C'est dans un conte de Noël de Maurice Bouchard. C'est Paul Mounet qui jouait le Père Noël. Oui, mais c'est votre père qui a été le témoin. J'étais dans le trou, moi. Ah, vous étiez dans le trou, oui. J'étais Mais dans le pouvez-vous trou. raconter comment ça s'est passé? Eh ben, n'est-ce pas, Paul Mounet se tenait là sur sa crosse, n'est-ce pas? Et il était sous. Et il disait, Léoto, souffle-moi, nom de Dieu. Souffle-moi. Il se tenait pas debout. Je crois que votre père, au moment des étrennes, au moment des vœux, vous envoyait dans les loges. Pouvez-vous évoquer ce souvenir s'il ne vous est pas trop pénible? Bon, un peu pénible, n'est-ce pas? C'est la seule chose que je ne peux pas lui pardonner, n'est-ce pas? Il m'emmenait au théâtre français chaque jour de l'an, n'est-ce pas? Depuis mes 5-6 ans jusqu'à 12 et moins de 13 ans. Et alors là, à un entracte, n'est-ce pas? Sous la menace de claque, il m'envoyait souhaiter la bonne année à toutes ces dames sociétaires. Je pense que c'était un martyr pour moi. Un martyr, j'osais à peine dire, madame, je vous... Et alors, je recevais 500 francs, je recevais 300 francs, je recevais... Ouais. Et il mettait ça dans sa poche. Et il ne vous en donnait rien? Il ne faisait pas de cadeaux? Oh, jamais de la vie. Oui, évidemment, c'est un procédé Ça, qui a dû n'est-ce pas, beaucoup vous obliger exciter. un enfant aussi timide que j'étais à mentir comme ça, vous savez, non. Ça, non, tout le reste, ça m'est égal. Enfin. Vous aviez un foyer chez vous qui était en somme peu affectueux. Et est-ce que le foyer, en faisant un mauvais jeu de mots, le foyer des acteurs, la Comédie Française, vous donnait l'impression d'être un peu une autre maison pour vous? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas eu, vous savez, je n'ai pas eu d'épanchements sentimentaux comme ça étant enfant. Je n'ai pas eu ça, non. C'est pas, je me promenais au théâtre, ça m'intéressait, etc., voilà. Enfin, en 1881, je crois que vous avez quitté la rue des Martyrs. Oui, pour aller à Courbevoie. Pour aller à Courbevoie. Et qu'est-ce qui a motivé ce changement? Oh, toujours l'histoire des cabots, n'est-ce pas, qui considèrent que Asnières et Courbevoie, c'est la campagne, et qu'un jour, il leur vient l'idée d'aller se mettre au grand air, n'est-ce pas? Mais vous aviez une maison avec un jardin? Oui, une maison. Il avait loué un pavillon avec un jardin. Et c'est là qu'il est mort, je crois. crois. Ah non, il est mort plus dans un quartier de Courbevoie. Oui, mais à Courbevoie aussi. Oui. Alors là, vous étiez donc à Courbevoie, et je crois que à ce moment-là, votre père vivait avec une femme il avait beaucoup plus jeune que lui. Oui, il avait ramassé rue des Martyrs une espèce de petite catin, n'est-ce pas? Le père Léoto s'en allait, quand on habitait rue des Martyrs, le père Léoto s'en allait tous les matins au café, avant le déjeuner. Il avait 13 chiens. Alors il descendait la rue des Martyrs avec ses 13 chiens, et puis il avait ça, un fouet à la main dont il ne se servait pas pour les chiens. Et alors quand une femme passait qui lui plaisait, n'est-ce pas, il l'attrapait par derrière, dans le cou, avec le fouet, n'est-ce pas? Voilà. Elle le supportait? Mais, vous savez, il était très bel homme. Oui. Il était très beau, oui, j'ai vu des photos de portraits Moi, de ma lui. mère m'a dit, n'est-ce pas, quand j'ai retrouvé ma mère à Calais, moi, n'est-ce pas, je suis né, mon père avait déjà 38 ans. Bon, alors, le temps de pouvoir regarder un peu, ça avoisinait qu'il eut 50 ans, n'est-ce pas? Oui. Et quand j'ai vu ma mère à Calais, n'est-ce pas, je lui dis, mais enfin, écoutez, un jour, Sylvain, dans un déjeuner d'artistes à Asnières, où mon père m'avait emmené, au moment où il se met sur la table, Sylvain l'a présenté aux autres convives en lui disant, je vous présente mon ami Léoto, qui, dans sa jeunesse, a eu les plus jolies femmes de Paris. Le taux, l'exagération. Vous avez donc eu une succession de belles-mères assez impressionnante. Non, je n'ai pas vu ça. Elle ne vivait pas chez lui.
Hein? Elles ne vivaient pas chez lui, les femmes. Donc Ah oui, mais celle-là est entrée, la Doroselle. La jeune. Ah oui. Mais je crois même que c'est elle qui a provoqué indirectement le départ de votre ma vieille Ben Marie oui. Pesé. Ah oui, parce que, n'est-ce pas, ma vieille Marie Pesé a dit à mon père, comment, à votre âge, une gamine qui a 15 ans, n'est-ce pas? Il a pas voulu encaisser ça. Et il l'a emmenée à Courbevoie, cette Oui, oui, oui. On quitte Paris. On s'en va à Courbevoie. Bien. Et alors, cette espèce de gamine, le fait d'être chez un capotin, se met à vouloir faire du théâtre, et je vois encore mon père lui apprenant le rôle d'Henriette dans Les Femmes Savantes. Oui. C'était pitoyable à voir. Enfin, Il avait de la patience, alors. oui. Faut croire que lorsqu'un homme est pris d'une certaine façon, il acquiert toutes les patiences possibles, n'est-ce pas? Cet homme qui n'en avait pas. Bon. Alors, un jour, à déjeuner, à Courbevoie, elle dit, vous savez, Léoto, j'ai un engagement pour Sedan. Et je pars demain matin. Alors, mon père a dit, bon. Alors, en effet, le lendemain matin, il l'a accompagné à la gare pour Sedan. Et puis le soir, il est rentré pour dîner, accompagné d'une nouvelle créature. Alors, il m'a dit, voilà mademoiselle qui vient remplacer Louise, n'est-ce pas, qui viendra à la maison, alors tu vas lui donner les indications nécessaires. S'il y a des choses à acheter, tu iras chez le cacaillier les acheter, enfin, bon. Alors, cette nouvelle n'a pas pris seulement la place de l'autre de la cuisine, elle l'a prise aussi. Oui, ailleurs. Ailleurs. Bon. Et puis... L'autre est rentré. Hein? L'autre est rentré. Et puis alors, au bout de quelque temps, une nuit, vers 2 heures du matin, le père Léoto venait de rentrer du théâtre, on secoue la grille, il y avait un fiacre, on braille en appelant Léoto, enfin, il se lève, il met le nez à la fenêtre, et c'était l'autre qui répliquait. Ça ne l'a pas du tout dérangé. Il est descendu, il a ouvert la grille, et l'autre est monté dans la chambre où il a trouvé sa remplaçante. Alors, ça a duré comme ça pendant... Mais elles l'ont supporté l'une et l'autre? Oui. La situation devait être plutôt difficile. Mais pas du tout, mais bon. Non. Alors, ça a duré, n'est-ce pas, 4 ou 5 mois, comme ça. Bon. Alors, mon père, qui n'était pas là, mais qui partait toutes les après-midi pour les répétitions et toutes les soirées pour les représentations, m'avait dit, n'est-ce pas, s'il y en a une qui t'embête, casse une chaise sur la tête. Et c'est ce que vous avez fait? Non. Au contraire. Je n'ai jamais été si heureux qu'avec la présence de ces deux femmes. Ouais, elles cherchaient l'une et l'autre Parce à que vous attirer. chacune voulait m'avoir pour elle. Oui, elle voulait faire vous un allié. Moi qui jusqu'alors étais obligé de balayer, de faire les commissions, de chercher le charbon, je ne faisais plus rien. Je vivais toute la journée tranquille comme tout, avec ces deux donzelles, n'est-ce pas, qui me couvraient de gâteries, de... Mais vous alliez tout de même en classe. Ah oui, j'allais en classe, oui. Alors, n'est-ce pas, ces femmes, si vous aviez... Ces femmes se traitaient, n'est-ce pas, elles se traitaient toutes les deux de dernière des saloperies, n'est-ce pas. Alors, la première disait, moi, j'étais là avant que vous, n'est-ce pas. Et l'autre disait, mais moi, c'est pas moi qui suis venu, moi, on m'a amené ici, n'est-ce pas. Bon, voilà. Enfin, il a fallu un jour que ça se liquide, et alors la seconde est partie. Elle a rendu la place à la voyageuse. Oui. Et alors, beaucoup plus tard, quand je ne vivais plus chez mon père, et que de temps en temps, j'habitais, je crois, rue Monsieur le Prince, oui. Alors j'allais voir mon père quelquefois l'après-midi à la Comédie Française, et je voyais cette Adolphine, elle s'appelait Adolphine, qui était cachée derrière une des colonnes du péristyle de la Comédie, n'est-ce pas, et qui attendait la sortie de mon père. Et alors, je ne sais pas. Moi, je me tenais à l'écart, je laissais parler tous les deux. Alors, encore plus tard, un jour que je venais de voir un ami qui habitait rue Colincourt, je rentrais chez moi, toujours à pied, je descendais la rue Fontaine, quand je vois venir, dans le sens contraire, contre moi, une femme. Oh, il y avait 10 ans de ces histoires-là. Oh, je dis, c'est Adolphine. Vous l'avez reconnue aussi Alors, facilement. je me suis collé devant elle et je lui ai dit, vous ne me reconnaissez pas? Elle faisait le trottoir, certainement. Elle me dit non, avec un geste de méfiance. Je lui ai dit, je suis Paul.
Alors là, elle m'a raconté qu'elle était partie de Courbevoie, qu'elle avait une fille. Et quand elle allait attendre mon père à la Comédie Française, c'était pour obtenir lui un peu d'argent. Bon, elle des filles, etc. Voilà. Et l'autre femme a vécu encore longtemps avec votre père? Oh, oui, elle a vécu jusqu'à la mort de mon père. Ah bon, jusqu'en 1903, c'était elle qui était auprès de lui. Là. Elle a toujours été pour vous assez convenable? Non. Non, non. Mais au point de vue sentimental, à cette époque-là, vous étiez extrêmement pur, je crois. Oh, oui, Mais vous n'étiez guère préoccupé par tous ces problèmes. Je n'ai jamais compris. Vous étiez toujours à l'écart des filles, je crois. Oui. Et en classe, vous aviez un grand ami. C'était plus une grande amie comme quand vous étiez plus jeune. C'était Adolphe Van Bever, n'est-ce pas? Ah c'est oui, bien à l'école de Courbevoie. L'école de Courbevoie. Oui. Il avait le même âge que vous? Oui. Et un peu les mêmes idées? Oui, et le même intérieur. Oui. Un manque de foyer aussi? Oh, et puis alors, un père qui l'exploitait, qui le faisait travailler, n'est-ce pas? Et quels étaient les liens qui vous initiaient à lui? C'était des préoccupations communes, un peu, je ne veux pas dire un grand mot, un peu littéraire tout de même? Ah, ça a commencé, oui, comme ça. Oui. Parce que Van Bever, enfin, que c'est un être d'une précocité, et d'une entreprise, d'une hargnesse. Il faisait des conférences, il avait 16 ans, il faisait des conférences littéraires à la mairie de Neuilly. Bon. Et vous l'accompagniez? Non, alors il m'avait dit, moi enfin, toi qui es le fils d'un comédien, tu pourrais venir dans mes conférences, tu dirais des vers. Et c'est ce que vous avez fait? Je crois bien que je l'ai fait, oui. Vous lisiez des vers de qui? Oh, bah... Du poète dont il parlait? Oui. Vous ne vous souvenez pas de quel poète il s'agissait? Il avait aussi des activités journalistiques à Courbevoie. Oui. Il était rédacteur en chef d'un petit journal satirique de Courbevoie, oui. Vous y avez collaboré d'une certaine façon, je crois, en mystifiant les lecteurs, en racontant une anecdote dont le héros a été sous votre plume Van Bever, mais qui en réalité a été vous-même. Au sujet d'un pharmacien, vous m'avez raconté ça une fois. Non, c'est-à-dire que le pharmacien était conseiller municipal, et je ne sais pas pourquoi Van Bever, enfin... se moquer de lui. Que lui écrivait toujours des choses comme ça, n'est-ce pas, des choses satiriques sur lui, n'est-ce pas. Et je me rappelle très bien, je le revois très bien, ce pharmacien qui s'appelait Roland, qui rentrait dans son arrière-boutique chaque fois que Van Bever passait, n'est-ce pas. Alors j'avais inventé que Van Bever avait écrit, n'est-ce pas. Que ce pharmacien qui s'appelait Roland... Oui, qui descendait du Roland de Roncevaux, n'est-ce pas. Qu'en fait de corps, il ne faisait plus que les soigner. Je crois que c'est celui-là, celui-là sonne du corps, celui-ci se contente de les soigner. Oui. Ça n'a pas dû lui faire très plaisir. Alors à ce moment-là, tout de même, vous faisiez des études. Et quelles étaient ces études? Vous prépariez le certificat d'études? Ah oui. Où est-ce que vous l'avez passé, le certificat d'études? À Courbevoie, à l'école communale. Vous vous en souvenez encore? Oh oui. Vous ne vous souvenez pas de votre sujet de narration? Oh non. Non, pas du tout. Non. Mais vous étiez un bon élève? Oui, avec beaucoup de punitions. Et vous aimiez aller à l'école ou cela vous ennuyait? Non, ça ne m'ennuyait pas. Bon, cette vie que vous meniez avec votre père, au fond, vous paraissait assez difficile. Et je crois que dès que vous avez eu l'occasion de pouvoir quitter ce foyer qui n'en était pas un, vous l'avez fait. Ah, n'est-ce pas, je l'ai d'abord quitté parce que, n'est-ce pas, il y a toujours eu beaucoup de chiens à la maison. Alors on achetait des pains blancs. Et on achetait du pain bis. Oui. Et le père Léoto et sa compagne préféraient le pain bis. On donnait le pain blanc aux chiens. Et on vous donnait du pain bis. Moi, je travaillais déjà à Paris, enfin, comme petit bistrot, comme employé, n'est-ce pas. Alors, je disais toujours, mais enfin, gardez-moi un peu de pain blanc, puisque vous le donnez aux chiens. Et alors, je ne sais pas si c'est le père Léoto qui avait la tête montée contre moi par cette femme. Un jour, mais si tu n'es pas content, tu n'as qu'à t'en aller. 2 heures après, j'étais parti. Et vous aviez déjà travaillé à Paris? Ah, je travaillais à Paris. Pour votre argent de poche? Mais non, pour vivre. Pour vivre? Oui. Mais vous rentriez couché à Courbevoie? Oui. Alors, je suis donc parti. Et quelle avait été jusqu'à présent votre fonction, là? Quelle était votre occupation, enfin? J'étais à cette époque-là à la République française, au journal de la République française. Comme employé? Comme employé, oui. Avec un brave Alsacien qui s'appelait Friedenmann et qui était chef de la comptabilité et qui savait l'existence que j'avais chez moi. Alors, je vous dis, je suis donc parti le soir, mais 2 heures après, mon baluchon s'est fait et je partais. Et je suis venu au hasard, monsieur le prince, et j'ai pris une chambre dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la Lozère. Et alors, le lendemain matin, je suis allé à mon emploi et en arrivant, j'ai dit à monsieur Friedenmann, vous savez, monsieur Friedenmann, voilà ce qui s'est passé hier, je suis parti.
Donc vous supportiez tout de même très mal cette vie, vous en souffriez, quoi que vous me Non, disiez. je ne souffrais pas, je n'ai jamais souffert de rien du tout. Enfin, cela je vous suis a choqué. Oui. Oui. Cela vous choquait, c'est une Oui. façon de Alors, souffrir n'est-ce que pas, d'être choqué. le père Léoto, elle s'est trouvé Freudenmal, il lui a dit, vous savez, mon fils est parti. Le Freudenmal lui a répondu, écoutez, Léoto, je veux bien intervenir auprès de votre fils pour qu'il rentre chez vous. Mais c'est à une condition. Vous ne direz pas un mot de l'argent dépensé. Car vous avez de la chance, étant donné la façon dont cet enfant a toujours vécu à l'abandon, qu'il soit resté comme il est. Et qu'a répondu votre père? Je ne sais pas s'il a répondu, mais en tout cas, en effet, au bout de 3 jours, je suis rentré à Courbevoie. Le père Léoto ne m'a jamais dit un mot de mon départ. Ah bon, c'était donc un faux départ. Oui. Vous en avez fait un autre qui a été réel après. Ah oui. Vous m'avez dit que vous aviez été simplement choqué par cette vie que votre père vous faisait subir, par ces injustices dont vous étiez la victime. Et je crois que si vous en avez été choqué dans l'immédiat, plus tard, au contraire, vous vous en êtes presque félicité. Car vous avez dit, je vais vous citer une phrase de vous, en conscience, est-ce que je serais le bonhomme que je suis si j'avais joui de la bonne famille d'usage? Oui, et même un jour, vous avez dit, je vous remercie, mes bienfaiteurs. Oui, mais je n'ai jamais été choqué. Il faut supprimer ce mot-là, je n'ai jamais été choqué. Si vous voulez, j'ai peut-être été dérangé, mais choqué, non. Et puis, je vous dis, n'est-ce pas, moi, non, on ne souffre pas de ces choses-là, c'est pas possible. Et finalement, vous pensez que votre personnalité a tout de même gagné à être un peu à la dure. Peut-être qu'en effet, oui, peut-être, je n'en sais rien. Oui. D'ailleurs, pour vous, la vie dure n'a fait que continuer, puisque quand vous êtes venu à Paris, il a fallu que vous viviez avec exactement ce que vous gagnez. Oui, mais ça, je ne m'en suis jamais aperçu. Je ne sais pas ce que c'est que la pauvreté, je ne l'ai jamais su. J'ai vécu avec 50 francs par mois, je ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. Je n'y pensais pas. Ce n'est pas vrai, la pauvreté. Quand on... il faut un minimum, tout de même. Voilà. J'ai vécu pendant 8 ans, je ne sais pas si vous avez connu une sorte de fromage qui s'appelait le Bondon. Oui, c'est le fromage de Neuchâtel. Ça vaut 4 sous, ça valait 4 sous. Oui. Eh bien, pendant 8 ans, déjeuner, dîner, un fromage de 4 sous, un morceau de pain, un verre d'eau, un peu de café. Je n'en ai jamais souffert. Avant d'entrer dans cette nouvelle phase de votre vie qui correspond à votre première émancipation, si toutefois on peut appeler une émancipation le fait d'être obligé de gagner sa vie, je voudrais vous demander de projeter encore un regard sur votre enfance pour tâcher d'y retrouver certains faits qui préciseront à la fois l'atmosphère dans laquelle vous avez jusque-là vécu et les traits déjà très accentués de votre personnalité. J'ai retrouvé de vous un texte où vous expliquez que l'homme n'a été chez vous que le prolongement de l'enfant. Je vous cite. Je suis profondément intéressé par l'enfant que j'ai été. J'ai pour lui une sorte de tendresse. Je pense à lui, je le vois dans une sorte de véritable dédoublement. Souvent, dans certaines circonstances, je rapproche ce que je suis devenu de ce que j'étais. Et malgré les années en plus, les occupations différentes, je ne vois pas, quant à mes sentiments, mes sensations, les réactions de mon caractère, grande différence entre ce que je suis et ce que j'étais enfant. Vous avez dit cela en 1925, alors que vous étiez déjà un homme. Cette ligne constante dans votre caractère est donc très remarquable. C'est pourquoi je crois bon d'insister sur vos impressions d'enfance. Vous étiez choqué par votre père, m'avez-vous dit. Vous remarquerez que je n'emploie plus l'expression « vous avez souffert par la faute de votre père ». Et vous m'avez donné pas mal d'exemples déjà de son égoïsme. Il vous forçait par exemple à manger du pain bis, il vous forçait à quémander des étrennes à la Comédie Française et à accaparer l'argent récolté. N'avez-vous pas d'autres exemples de ce caractère égoïste et certainement assez intransigeant et quelquefois brutal? Le père Léoto n'était pas positivement un homme brutal, il était un homme indifférent. Un exemple de l'indifférence du père Léoto, c'est ceci, rue des Martyrs, par exemple, je vous ai dit, j'allais à l'école communale de la rue Rodier. Oui. Bon. Alors un jour, je viens déjeuner à la maison et je dis, tu sais, papa, ce qu'on a dit à l'école, que les enfants qui voulaient des vêtements n'avaient qu'à aller dimanche matin à la mairie de la place Saint-Pierre, à Montmartre, et on aurait là du linge, des chaussures et tout ça. Bon. Alors, naïvement, je voulais, qu'est-ce que j'avais 8 ans. Je dis, est-ce qu'il faudrait que j'y aille, moi? Et le père Léoto a levé la tête, il dit, ben, pourquoi pas? Et en effet, le dimanche matin, je suis allé là-bas, je suis revenu avec des vêtements, et ma vieille bonne a déclaré, monsieur Léoto, Paul ne portera jamais ces vêtements-là.
je n'accepte pas qu'un enfant, qui est le fils de l'homme que vous êtes, n'est-ce pas, se fasse habiller gratuitement. Moi, j'aime mieux lui acheter des vêtements de ma poche. Et en effet, les vêtements de la mairie ont été donnés je ne sais à qui, et la bonne, elle, de sa poche, m'a acheté des vêtements. Oui. Voilà. Alors, vous voyez, chez le Père Léoto, Oui, c'était véritablement une indifférence. voilà, on donne des vêtements, mais pourquoi je ne les prendrais pas? Oui. Voilà. Mais un autre exemple de cette indifférence, assez coupable à mon avis, n'est-il pas dans ce fait que vous m'avez raconté une fois déjà, quand vous habitiez Courbevoie et que vous aviez remporté un succès à une école? Quel âge j'avais à cette époque-là? Je devais avoir 14 ans. Alors, il y avait un concours de lecture et de récitation sur les 22 écoles du canton de Neuilly. Oui. Alors, chaque école devait fournir son candidat. Moi, j'ai été le candidat de l'école communale de Courbevoie. Et je m'étais préparé tout ça, je n'avais rien dit. Alors, le dimanche venu, je suis allé à la mairie de Neuilly et je l'ai emporté sur les 22 candidats. Un livret de caisse d'épargne encaissable à ma majorité, qui m'a été joliment utile quand Père Léoto à ma majorité m'a mis dehors, 100 francs. Oui. Alors, quand je reviens, je regarde au café de la gare, à travers les vitres, s'il y était. Il était en train de jouer. Et j'entre, et je lui dis, tu sais, papa, j'ai le prix. Mais tu me foutras le camp d'ici, tu sais bien que je n'aime pas qu'on me dérange quand je suis en train de jouer. Je suis parti avec un nouveau succès. Oui. Alors c'était cela qui vous choquait, en somme? Non! J'étais habitué à ça. Oui, vous étiez habitué à ces espèces de saillies. Mais puis l'indifférence. Non, si mon père m'a d'écouter, c'est plutôt par certaines malpropretés. Il m'a papoté N'est-ce pas, moral, physique? Physique. Cet homme qui se trouvait très drôle de péter en société, n'est-ce pas? Oui. Ça, cet homme qui décrottait le nez à table et qui s'essuyait les doigts au bas des chaises. Je vous dis, j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cet homme me dégoûtait. L'amour des propos scatologiques dans les couloirs du théâtre français avec un homme Réoléo qui était l'avertisseur. Non. Moi, je n'ai jamais pu supporter la grossièreté de langage. Et au point de vue religieux, est-ce que cette grossièreté se manifestait? Est-ce qu'il était anti-religieux? Oh, pas du tout. Il était indifférent également. Ah non, il était vaguement religieux, comme oui, tous les tradition. cabots. Voilà. Ainsi, le jour où j'ai fait ma première communion, il s'en allait jouer à Lille. Oui. Eh bien, ça n'empêche pas qu'il a trouvé le moyen de venir en hâte à l'église pour assister à ça. Où avez-vous fait votre première communion? À Courbevoie. Et votre éducation religieuse, en somme, a été laissée à vos propres soins? Oh oui, bon, non, pas mes propres soins. À l'école, on allait au catéchisme. Le catéchisme, on faisait sa première communion. Tout ça, c'est machinal, n'est-ce pas? Vous l'avez pratiqué donc machinalement et vous n'étiez pas du tout attiré par les problèmes religieux. Oh non. Mais au moment de votre première communion, vous n'avez pas traversé cette petite crise mystique habituelle? Pas du tout. Pas du tout. Oh, pas... Vous avez fait ça comme un rite. Voilà, comme j'aurais été en classe. Et votre mère ne s'est pas occupée de vous à ce moment-là? Oh, ma mère, on ne savait pas où elle était. Il y avait de votre part un désintéressement complet par rapport à la religion quand vous étiez jeune. On ne peut pas employer le mot désintéressement d'une chose à laquelle on ne pense même pas. Bah, vous étiez tout de même forcé d'y penser un peu, puisque vous revêtiez un habit, vous suiviez des rites. J'étais peut-être le dernier des idiots, mais je faisais ça, je vous dis, comme j'aurais fait autre chose, pour moi, ça faisait partie de l'école. Mais oui, vous ne le faisiez même pas à contre-cœur, alors. Mais non! Ouais. Passivement. Ni avec passion, ni avec émotion. Non. Est-ce que vous ne croyez pas que cette absence d'intérêt pour la religion tient un peu à ce que vous appelez votre manque d'imagination? Ça se peut très bien. Cérémonie religieuse... Non, ne vous en pas touché. Non. D'ailleurs, je crois que vous aviez également une espèce de dégoût instinctif pour les parades militaires. Oui, je n'ai jamais aimé ça. Enfin, et je ne sais pas pourquoi, par exemple. Alors que votre père en était très féru. N'est-ce pas? Chaque année, le Père Léoto avait des cartes pour les tribunes de Longchamp pour le 14 juillet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours refusé d'y aller. Ainsi, il y a eu aussi les obsèques de Victor Hugo en 85. Oui. Bon, le Père Léoto faisait partie de la délégation de la Comédie Française. Alors, je me rappelle, à Courbevoie, il m'a dit, viens Paul, tu viens aux obsèques de Victor Hugo? Et j'ai répondu, là, à ton des âmes, non, comme une petite brute, non. Et vous le regrettez maintenant de ne pas avoir vu ça? Non. Oh, c'était tout de même que... Je suis resté comme ça aujourd'hui. Une occasion d'observation pour vous. Je suis resté comme ça aujourd'hui. Vous aimez tout de même observer dans les foules. Non,
Je crois que quand votre père vous coiffait de casquette et de képi, vous en éprouviez Ah, il m'a un jamais sentiment pas très fait de désagréable. képi. Ben, vous l'avez dit dans Non, un... non, il avait l'amour des... Alors écoutez, j'ai un texte de vous dans lequel vous dites que ce sont des choses hideuses même. Non, le béret, je crois. Il voulait... C'est-à-dire que moi, j'aurais peut-être voulu une casquette et qu'il me forçait à porter des bérets avec un pompon. Vous aviez horreur de l'uniforme, je m'en doute. Ouais. Cependant, vous l'avez porté un jour. Ouais. Enfin, vous aviez un manque total d'esprit civique. Ah, je l'ai toujours fait. Oui, vous n'avez pas changé. Et vous n'aimiez pas non Et plus... vous savez que ne croyez pas que je m'en vante. Je suis comme ça. Oui, vous constatez. Je constate. Et vous ne déplorez pas. Et je ne développe Et pas. vous ne vous en félicitez pas. Non, je ne tire pas vanité de ça du tout. Oui, vous êtes comme vous êtes. C'est comme ça. Oui. Et est-ce que vous aimiez les fêtes populaires? Jamais. Jamais non plus. Jamais. Je crois que les masques... Non, jamais. Oh, ça, les masques, je me rappelle qu'une fois, ma bonne rue des Martyrs, j'étais obligé de me rentrer, je poussais des cris d'orfraie. Tellement vous j'avais aviez peur. Oui. Mais est-ce que cette vieille Marie Peset ne vous emmenait pas quelquefois dans des bals populaires? Et je À crois que l'Élysée-Montmartre, à oui. l'Élysée-Montmartre, à la bah, Boule Noire aussi. Ouais, la Boule Noire. Oui. Et vous n'éprouviez pas un certain plaisir? Ah, si, puisqu'elle m'y emmenait, n'est-ce pas? Si elle m'y emmenait, c'est que ça me plaisait. Là, les uniformes que portaient les femmes ne vous déplaisaient pas. Bah, il n'y avait pas de... Voici le French Cancan, peut-être. Oh, je ce sais qu'on pas appelait. ce qu'on dirait ça, n'est-ce pas? Enfin, ça me plaisait beaucoup. Si, parce que comme dans ça. le Petit Ami, quand vous évoquez vos souvenirs de jeune homme, vous semblez dire que vous éprouviez beaucoup de plaisir à fréquenter ces lieux où l'on dansait, où il y avait des lumières, des fleurs, des plantes vertes. Puis c'est peut-être Marie aussi qui aimait beaucoup ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce goût d'un certain luxe, d'une certaine ambiance brillante et un peu féminine ne vient pas de votre mère? Non, c'est rien. Non, Parce que je crois que l'une des rares fois où vous l'avez revue pendant votre enfance, elle vous a emmené passer la soirée, après avoir été au jardin d'acclimatation, elle vous a emmené passer la soirée aux Folies Bergères. Ouais, ouais. Et vous aviez 8 ans. Oui. Et vous avez un souvenir de cette soirée? Ah oui. Pouvez-vous l'évoquer? Ah c'est que c'est extraordinaire le nombre de femmes qui la connaissaient au Folies Bergères. Oui, bah, comme comédienne, ce n'est pas étonnant. Elle avait des camarades, là. Ah oui, mais les Folies Bergères ne sont pas un théâtre. Bah, elles n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. C'était... Oh non. On y c'était- dansait, c'était un bal. Ben oui, c'était un Oui, bal. mais il y avait tout de même des attractions. Oui, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les Folies Bah, Bergères? c'est devenu un musical où l'on donne des revues dites légères, Ah avec non, des non, femmes non, nues. non. Il n'y avait pas de Là, femmes déshabillées, non? Non. Je crois que c'était plutôt une sorte de grand lieu de prostitution. Les Folies Bergères Ah, à cette oui. époque? Tiens. Enfin, quand vous avez revu votre mère et que elle vous emmenait faire des tours, soit au jardin d'acclimatation, soit dans des salles de bal, je voudrais savoir quelle impression vous ressentiez. D'abord, vous ne l'avez vue très peu, Ouais. 2 ou 3 fois, Tout ça s'est passé dans une journée. en une journée. Vous aviez 8 ans. Oui. Les Folies Bergères, Michel Strogoff, le jardin d'acclimatation, tout ça c'est dans la même journée. Et vous vous en souvenez absolument? Oh, absolument. De même que je me souviens parfaitement du rendez-vous qu'elle m'avait donné dans sa chambre, passage La Ferrière. La Ferrière, est-ce que ce Ouais. n'est pas dans ces trucs qu'est née Mallarmé, la Ferrière? Je ne sais pas. Oui. C'était dans le 9e arrondissement, tout à Oui, côté de la rue des Martyrs. Oui. Oui, ça s'appelait autrefois Passage La Ferrière. Elle C'est était- devenu la rue, Elle était de passage à Paris à ce Oui. moment-là. Et elle vous a consacré une journée. une journée. Dans votre vie, combien vous en a-t-elle consacré? À Paris, c'est la seule. La seule? Oui. Et vous l'aviez revue tout de même d'autres fois? Il y a eu les 3 jours de Calais quand sa sœur est Ah morte. oui, en 1901, beaucoup plus tard. Voilà, oui. Et quelle impression, alors je reviens sur cette idée, quelle impression avez-vous éprouvé en la voyant à 8 ans dans cette chambre du passage La Ferrière? Est-ce que ça a été de l'indifférence comme Non, souvent? non, ça m'a énormément marqué. Mais vous avez été troublé à quel point de vue? Non, c'est rien. Mais vous n'éprouviez pas pour votre mère une espèce de petite... de gêne tout de même? Si, puisque je l'appeliez- n'osais pas entrer, puisque quand je suis arrivé et que j'ai trouvé la clé sur la serrure et qu'elle me criait « Entre !» je suis entré, je restais là. Il a fallu qu'elle me dise « Mais arrive d'où et qu'elle me prenne dans ses bras sur son lit. J'étais très, très, très réservé, je la connaissais si peu. Oui. Et vous ne lui en vouliez pas du tout de vous avoir en somme laissé? Mais voyons, un enfant de 8 ans ne peut pas penser à ces choses-là. Bah, si, il y pense parce que... Mais non, mais non, mais non.
Comment voulez-vous que je me rende compte de ça? Qu'on dit... Vous vous en rendiez compte parce que vous alliez à l'école où les enfants avaient des mamans dont Mais ils vous parlaient. mais non, j'ai jamais vu les mamans de mes Oui, camarades mais de les classe. enfants en parlent, ils disent. Mais non, mais voyons, mais non. Enfin, vous aviez non. une propension Mais de non, pas vous prêtez à un enfant plus d'intelligence et plus d'observation et plus Non. À 8 ans, voyons. Non, je prête à l'enfant de 8 ans que vous Moi, étiez je des suis arrivé- sentiments qu'il n'avait pas, mais non Mais pas non, plus. je suis d'intelligence. arrivé, moi, chez mon père, n'est-ce pas, à l'âge de 2 ans, trouve ma vieille bonne. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait au monde pour moi. Oui, mais il faut reconnaître qu'un autre enfant, à votre place, aurait pu éprouver un sentiment de... Je ne sais pas comment dire, mais je ne veux pas dire le mot de souffrance, puisque vous ne le voulez pas, mais il aurait pu en vouloir à sa mère, que voulez-vous. Il aurait fallu que je l'aie vue, ma mère. Il aurait fallu que j'ai la notion que, l'ayant vue, qu'elle était là, elle n'y était plus. Je l'avais jamais vue. Mais quand vous l'avez vu, alors? Eh bien, quand j'avais vu, je vous dis, c'était un supplice pour moi de voir cette femme que je ne connaissais pas. Et après, vous l'oubliez tout de suite. Mais absolument, et quand elle partait, j'étais enchanté. Quand ma bonne me disait, tu sais, ta maman va venir. Et que j'étais là, comme ça, oui, madame, oui, madame. Oui. Enfin, vous n'avez donc pas souffert du tout de ce manque Mais pas de du votre tout. mère. Et je voudrais savoir si vous avez eu à ce moment-là certaines attirances pour des petites jeunes filles que vous auriez pu connaître. Mais non, pas du tout, mon ami, voyons. Ah, bah, vous auriez pu tout de même. Mais non, je m'aperçois que vous avez dû être plus dégourdi que moi pour me poser de pareilles Non, questions. je crois, mais tout de même, je pense qu'il y en a qui le sont assez tôt, et c'est pourquoi je vous posais cette question. Étant donné que votre père vous disait souvent, Oui, va bon. retrouver tes petites Et maîtresses. il me donnait 10 sous, il me dit, allez, va coucher avec tes femmes. Oui, Ouais, ben, ouais. vous voyez Mais que ça je le pouvais signifie- supposer que... Ça signifiait encore rien. pour Si, moi. ça signifiait que vous connaissiez beaucoup de petites filles. Oui, mais le mot coucher. Ah non, mais je ne dis pas non plus que vous ayez couché. Je vous demandais si vous aviez des attirances sentimentales. Je sais Mais bien que- non, je Non, préférais jouer avec ces gamines de la Nuiton plutôt Non. qu'avec les garçons Non, qui je me suis braillaient. trompé, je n'aurais pas dû dire le mot sentimental, je sais que vous en avez horreur. Mais est-ce que vous aviez des attirances Mais non, physiques mais non, même. Mais non, mon ami, voyons. Oh, ça, c'est une chose normale, tout de même. Mais voyons. Vous étiez normalement constitué. Voyons donc, à 8 ans. Ah, mais non, il s'agit plus de 8 ans, il s'agit de votre enfance qui s'est échelonnée jusqu'à 16 ans. Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais non, j'ai été je vous dis, très en retard sur tout ça. Mais en somme, vous aviez une espèce d'indifférence assez généralisée au point de vue religieux, au point de vue charnel, au point de vue filial, au point de vue civique. Oui, oui, oui. oui. Vous étiez une sorte de phénomène dans l'abstention. Non, je vous dis, je suis porté à penser que Mais en somme, j'étais nul. Eh bien, maintenant, nous voici arrivés alors en 1888, vous avez 16 ans. Oui. Et là, vous avez déjà une expérience d'employé. Écoutez, petite expérience. J'ai situation. passé une journée à la Compagnie des Indes, grande compagnie de soirée, rue du 4 septembre. Une journée. Parce que c'est la première place que j'ai faite. Parce que quand je suis arrivé, on m'a mis un plumeau entre les mains. On m'a dit, voyez ces coupons qui sont là, vous allez les descendre, vous époussetterez, vous les remettrez en place. Je l'ai fait, mais le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma belle-mère, tu sais, Louise, je ne veux pas retourner là-dedans, voilà ce qu'on m'a fait. Mais ça vous a J'avais déplu. cette petite vanité. Oui. Et votre avait- seconde Il y expérience. avait 3 ans que j'étais le premier de l'école de Courbevoie. Alors, elle dit, Léoto, vous savez, Léoto ne veut pas retourner ça. Paul ne veut pas retourner ça. Eh ben, qu'il ne retourne pas. C'est bien égal, lui. Et quelle autre occupation avez-vous trouvé à ce moment-là? Alors là, j'ai été employé dans une maison de produits chimiques rue de l'Échiquier. Et qu'est-ce que vous y faisiez? Ah ben, Vous manipuliez j'expédiais des des bidons? circulaires, mais non. C'est là que j'allais sans par-dessus, sans gilet flanelle, sans caleçon, avec un pantalon troué, des chaussures presque sans semelle en plein hiver, n'est-ce pas? Et votre père ne s'en souciait pas Oh, du tout. je lui disais, papa, achète-moi un pantalon. Il ne répondait jamais. Alors, un dimanche, c'est là que j'ai trouvé dans un réduit à la maison un pantalon à lui que je me suis arrangé pour moi. Alors, j'ai bien pu rétrécir les jambes. Je les avais même trop rétrécies parce qu'il me fallait bien 5 minutes pour l'enlever, 5 minutes pour le mettre. Mais le fond m'avait tellement intimidé que je n'y avais pas touché. Et le père Léoto, c'est un homme très grand. Alors, j'avais ce pantalon avec une sorte de sac qui pendait. Alors vous étiez très maigre d'un côté et très gras de l'autre. Ouais. Une espèce de Et flatulence alors, par derrière. ces employés élégants de cette maison de produits chimiques, n'est-ce pas? Alors, après le déjeuner, dans le battement entre le déjeuner et la reprise du travail, il se collait autour de moi, il me disait « Et qu'est-ce qu'il fait, votre père ?»
Alors oui, j'ai mon père, premier souffleur, la Comédie Française. Ah, et vous portez de ces pantalons? Ça les étonnait. Mais non! Ils se foutaient de moi. Oui, je m'en doute. Eh ben alors. Et alors, vous avez quitté cette place pour quelle raison? Ah, j'ai quitté cette place parce qu'un jour, le directeur m'a dit, monsieur Georges m'appelle. Il me dit, cherchez-moi cette adresse dans le bouton. Alors, je cherchais l'adresse, je l'ai pas trouvé. Il me dit, ah, ben, cherche bien. Je cherche encore. Je ne trouve pas. Il me dit, écoutez, pour moi, elle y est. Nous allons la chercher ensemble. Si nous ne la trouvons pas, il n'y a rien à dire. Si nous la trouvons, vous en direz. On l'a trouvée. J'ai été liquidé. Et vous gagnez combien dans cette place? 25 francs par mois. Et ces 25 francs, je pense que votre père vous les laissait. Non, non, non. Il les prenait pour payer votre pension chez Non, lui. Je ne l'ai jamais. Vous lui apportiez votre paix, comme on dit. Mais je vous dis, quand vous étiez un fils très soumis? Ben oui. Mais comment ça se fait? J'ai été un enfant très soumis, très docile. Du reste, le père Léozo m'inspirait une sorte de terreur. Ce n'est, je crois, que vers 17 ans que j'ai un jour osé, je le vois encore sur le perron, ça ne sont pas vu encore me voir, je lui dis, écoute papa, donne-moi 20 sous, c'était un dimanche. Il me dit, tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de donner de l'argent. Je lui dis, écoute papa, je ne sais pas comment, je n'en reviens pas, c'est la première fois. Je lui dis, écoute, je ne sais pas comment tu joues à la barre au théâtre, mais à la ville, tu y as du relief. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Mais je n'ai pas eu les 20 sous. Il a donc encore gagné ses 20 sous. Voilà. Oui. Quand j'étais avec Vorbever, Monsieur le Prince, à 40 sous par semaine, un jour, je vais l'attendre sur le Stanislas français. Je lui ai dit, écoute, tu ne pourrais pas me prêter 2 francs. Il m'a prêté les 2 francs. Je lui ai dit, je te le rapporterai la semaine prochaine. Je suis revenu la semaine prochaine pour rapporter les 2 francs. Et il les a très bien remis dans sa poche. Mais je suis très étonné que vous les ayez apportés. Ah! Oh, tout de même. Ah non! Voilà, c'est un peu de conformisme vis-à-vis de votre père, ça m'étonne de vous, vraiment. Non, ah, tout de même. Si, je trouve que... Non, mais pardon, j'avais dit que je le rapporte. Oui, c'est une promesse que vous avez tenue, mais il me semble qu'un père qui ne tient pas ses... Non pas ses promesses, mais qui ne fait pas son devoir... Ah, mais il n'y a pas de devoir, je n'ai jamais jugé mon père, jamais, c'était comme ça. Enfin, c'est tout de même assez étonnant, je dois dire, cette espèce de docilité vis-à-vis de votre père, et que vous l'ayez supporté avec son caractère, son égoïsme pendant de si longues années. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'indifférence. Cet homme n'était pas égoïste à proprement parler, il était indifférent. Oui. Et comme vous l'étiez vous aussi, je me demande comment votre indifférence ne vous a pas fait quitter son domicile plus tôt. Bon, écoutez, comment vivre, où aller... C'est que j'étais pas un garçon dégourdi, moi, vous savez. Oui, alors vous sentiez tout de même le besoin de revenir le soir chez votre père. Pable. Et alors quand vous avez quitté cette maison où vous avez été renvoyé par le patron irascible, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, je suis entré ensuite à la compagnie des eaux de Pougue, chaussée d'Antin. La compagnie des eaux de Pougue. Des eaux de Pougue, ah oui. Minérales. Les eaux minérales, oui. Oui. Alors là, j'ai commencé à faire une petite expérience. Le patron s'appelait Géramec. Ce Géramec, quand il venait un malheureux courtier offrir du papier à l'aide des crayons, tout ça, il l'aurait jeté dans l'escalier. Il ouvrait à peine la porte, il l'aurait jeté dans l'escalier. Mais le président du conseil d'administration était M. Kameskas, ancien préfet de police et sénateur. Et quand M. Kameskas venait, on aurait cherché partout M. Géramec. Il était par terre comme une descente de lit. Oui, c'était pas un très beau caractère. Et qu'est-ce que vous y faisiez dans... Ben, je faisais toujours des écritures. Des écritures. Vous colliez des étiquettes, des... Non, je ne connais pas. Je faisais des factures, je faisais de la correspondance, des choses comme ça. Enfin. Et vous y êtes resté combien de temps, là? Oh, ça n'a pas duré longtemps non plus. Je suis parti, là. Je ne sais plus. Vous étiez dégoûté du patron aussi. Et c'est à ce moment-là, alors que vous êtes entré dans ce petit journal, non? Ah non, que je suis entré à la République française. Oui, à la République française. C'était pas un petit journal. C'est un grand journal. C'est le journal de Joseph Renac à l'époque du oui. boulangisme.
C'est là que j'ai vu souvent venir Jules Ferry, Quelle était sa tendance de ce journal? anti-boulangiste. Et c'est là que j'ai vu souvent venir Jules Ferry qui montait l'escalier en se retournant à chaque instant comme quelqu'un Qui a peur? qui craint d'être assailli par derrière, le tonkinois, vous savez. Ah oui. Vous vous rappelez pas ça? Ah non, je veux dire que je ne m'en souviens pas. Ah. Mais enfin, je sais que c'est lui qui a lancé la campagne colonialiste. Ouais, ouais. Et là, dans ses bureaux, vous aviez aussi des fonctions de secrétaire. Ah oui, là, alors rédigiez pas. j'avais vraiment, enfin, un emploi. Mais vous ne rédigiez pas de petits articles. Ah non, non, voyons. Vous auriez pu rédiger Mais des non, petites, mais vous vous des rendez petits pas faits compte. divers. Mais non, vous vous rendez pas compte de ce que c'est ce journal, n'est-ce pas? Plus Vous avez simplicité. conservé un bon souvenir de ce passage dans ce journal. Ah, oui, le Friedemann et Joseph Renac. Et l'opinion du journal vous importait peu. Mais vous voyons, mon ami, voyons. Non, mais il arrive fréquemment qu'à cet âge-là, les enfants aient des opinions Mais non, très- mais je très jamais- absolues, au contraire. Mais non. Non, vous n'en aviez pas. Mais pas du tout. Vous aviez une indifférence encore vis-à-vis des problèmes politiques. Mais vous, Du moment que vous gagnez à la fin de votre semaine, combien gagnez-vous? Oh là, je vais gagner 100 francs par mois. 100 francs par mois. Ouais. Et vous les donniez toujours à votre père? J'étais pas venu à la maison à cette époque-là. Oui, vous habitiez à Paris et vous reveniez à Courbevoie une Oui. fois par semaine. Oui. Alors vous gardiez cet argent pour vous. Oui. Mais alors, pourquoi avez-vous quitté ce journal? Oh, parce que j'ai besoin de vivre libre un peu, je ne sais pas, voilà. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? Eh ben, j'ai traîné pendant quelques temps, et puis alors c'est là qu'un jour on m'a dit qu'il y avait un moyen de trouver une place comme Claire Laboué. Ah non, mais entre-temps, vous avez fait votre service. Enfin, il y a eu cette expérience militaire que vous avez faite. Ah oui, Et puis il y a eu cette fonction comme tribun dans une granderie. oui. Non, mais alors, en quittant la République française, vous avez éprouvé le besoin, vous deviez avoir environ 18 ans, de devancer l'appel. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Ah ben, n'est-ce pas quand Père Leto m'a dit engage-toi. Oui, et pourquoi vous a-t-il conseillé de vous engager? Ben, parce que je vivais avec Blanc de Verre avec 40 sous par semaine. Alors vous viviez à ce moment-là avec Van Bévert dans Paris sans rien faire. Oui. Mais quel était vos moyens d'existence tout de Eh même? ben, 40 sous par semaine, Oui, et mais on puis... ne peut pas vivre à 40 sous même à Mais, cette époque-là. mon Dieu! Quand on avait un peu d'argent, on allait prendre des 8-10 chocolats de Suisse pour une ancienne comédie. Voilà. Mais vous aviez des petites occupations qui vous rapportaient un peu d'argent avec Van Bévert, je crois. Oui, je faisais des bandes pour le journal de siècle, enfin, des choses comme ça. Et vous achetiez des livres d'occasion. Oh non. Non, sur les quais, je crois que vous Ah rafistoliez oui, des vieux. oui, Van Bever, moi je n'ai jamais su faire ça. Mais alors vous avez vécu quelque temps de cette façon et vous avez sans doute trouvé que c'était tout de même un peu dur et c'est là que votre père vous a incité à vous engager. Oui, en fait, il m'a séduit, n'est-ce pas, avec ses 25 francs par mois. Mais alors quand vous vous êtes engagé, vous êtes allé vers quelle arme? Et Mais je suis allé, le père Léoto connaissait le capitaine des chasseurs à pied à Courbevoie, il lui a dit, voilà mon fils, etc. Et puis voilà. alors vous avez été chasseur à pied. Ben oui, Et quel souvenir avez-vous de cette première expérience militaire? déplorable. Enfin, je permets de ne pas comprendre très facilement que vous ayez été vous-même si facilement soldat, ayant une répulsion si grande pour Mais tout ce qui enfin, était mon cher, il militaire. fallait vivre. Oui. Oui, évidemment, mais enfin, tout de même, vous aviez vécu dans d'autres situations que celle de militaire, alors vous auriez pu en trouver une autre. Ça aurait pu se faire. Bon. Enfin, vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez revêtu l'uniforme, véritablement? Ou est-ce que votre expérience est terminée comme vous avez été réformé? Mais- Vous avez eu le temps de pratiquer, enfin, la mais vie militaire? j'ai été 3 mois chasseur à pied actif Et dans quel pays? à Courbevoie. À Courbevoie. Mais oui. Et quelles étaient vos fonctions militaires? Vous étiez soldat de 2e classe? Mais oui. Évidemment. Et vous savez que, comme engagé, j'avais le droit de faire partie du peloton des élèves sous-officiers. Vous n'avez pas voulu. Mais non, comme j'étais myope, on n'a pas voulu de moi. Et quels sont vos souvenirs de caserne? On n'est pas. Vous n'en avez pas? On a des choses abominables. De mauvais souvenirs, alors? Enfin, je mauvais souvenirs. Bah, s'ils sont abominables, ils ne doivent pas être bons. Non, mais abominable, là, par exemple, un lieutenant qui vous dit qu'est-ce qu'il m'a foutu ce fils de putain qui fait l'exercice à la baïonnette de cette façon-là. Voilà. Et vous ne répondiez Ça pas? n'a aucun. Ben, personne n'aurait répondu. Non, bah, vous auriez pu, justement. Non, Vous étiez tout de même assez discipliné. non. Et puis, vraiment, ces choses-là sont sans intérêt. Bah, je trouve qu'elles en ont Sans tout. intérêt. Mais pourquoi?
Enfin, je voudrais savoir maintenant, enfin, puisqu'elles n'ont pas d'intérêt pour vous, comment vous avez quitté la vie militaire. Eh ben, j'ai quitté la vie militaire parce que, au bout, un jour, j'ai eu 4 jours de salle de police par un adjudant, je me suis fait porter malade. On m'a envoyé au Val-de-Grâce où j'ai trouvé un major qui m'a, très gentiment réformé, je vous l'ai dit. Oui, mais vous ne l'avez pas dit pour l'auditeur, alors c'est pas la même chose. Oui. Alors, vous avez été réformé pour vos yeux. Oui. Donc, vous voilà dégagé de tout souci militaire, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes dirigé vers quelle voie, puisque... Clair d'avouer. Ah non, vous avez été avant, enfin, je m'excuse de vous contredire dans l'ordre de votre biographie, vous avez été tribun. Tribun, non pas sur une tribune politique, mais chez un gantier. Oui, Jean-Jacques Rousseau, oui. Bah, là aussi, vous avez une expérience sans doute amusante. Le tribun, il est perché sur un comptoir qui touche presque le plafond. Et alors, on lui crie 52 de paires de gants à temps, il doit faire la facture illico. Ah bon, c'est vous qui faisiez la facture, oui. et bien vous donniez les boîtes en même temps. Ah non, les commis du magasin servaient, et on me criait la facture à faire. Mais alors pourquoi étiez-vous sur une tribune pour faire une facture? Ah, écoutez, c'est le commerce. Oui, c'était comme ça à ce moment-là. Oui. Puis vous dites dans votre journal en 1906, je donnais aux clients 20 douzaines de gants à 3 francs 75 la paire, en écrivant des vers au moment de répit sur le papier de la maison. Donc vous écriviez des vers à cette époque. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faisiez de ces vers? Oh. Vous n'en faisiez rien? Oh, rien du tout. Rien du tout. Mais ce sont vos débuts littéraires tout de même. Oui. Et vous n'avez pas du tout gardé souvenir de ce que vous écrivez? Heureusement. Alors encore moins avez-vous gardé les papiers? Ah oui. Vous avez tout détruit. Et pourquoi avez-vous quitté cette ganterie? Non, sérieux, je crois. Parce que vous avez trouvé une autre situation tout de même qui non, je crois que correspondait plus à vos qualités. Monsieur Baird a fini par avoir assez que j'emploie son papier à l'aide pour faire les verres. Malgré sa gentillesse? Oui. Ah ben, n'est-ce pas, tout de même, ça prenait probablement des proportions. Puis ça prenait beaucoup de temps aussi, que vous ne passiez pas à faire les factures. Alors vous avez donc quitté cette ganterie et vous avez cherché une autre situation. Et alors là, je crois que c'est l'époque où vous avez manifesté des désirs de faire une carrière de comédien. Enfin, là, je ne m'en rapporte qu'est-ce que vous avez écrit dans certains... Moi, je ne me rappelle pas avoir écrit ça, je ne sais pas. Ah ben ça, je pourrais vous citer. Je ne sais plus à quelle époque ça se place. Si, c'est d'après ce que vous avez écrit dans un fragment de votre journal en 1903, qui a été publié, sans ça je ne le connaîtrais pas, vous dites que vous aviez été tenté par le métier de comédien et que même vous aviez été chez les Mounet, vous recommandant de votre père, et que vous leur aviez débité du Ruy Blas. Et vous ajoutez, ce dut être affreux, puisqu'au lieu de m'aiguiller vers la préparation au conservatoire, ils m'ont aiguillé vers un métier littéraire, mais enfin pas un métier d'acteur. Et vous dites même une chose qui m'a étonné. J'ai peut-être préparé le conservatoire, dites-vous, mais je n'en suis pas sûr. Comment peut-on ne plus être sûr d'avoir préparé le conservatoire? Parce que les choses s'estompent, on n'est pas sûr. Mais est-ce que vous avez quelquefois éprouvé le regret de ne pas avoir été comédien? Non. Vous avez une voix de comédien? Ah oui, mais je n'ai jamais pu rien apprendre par cœur. Oui. Bon, il ne manque pas de comédiens qui n'ont pas de don de mémoire et qui tout de même arrivent. Il faut apprendre. Oui, il faut apprendre. Vous le dites, une fois j'ai des côtés de comédien, j'exprime très vivement sur ma physionomie, et de façon assez amusante, quand je parle les sentiments, les circonstances, l'aspect de ce que je raconte. Vif à virevolter, m'incliner, me redresser. C'est la vérité. Jouer tous les personnages. J'ai ça dans la peau, certainement. Et vous dites, j'aurais fait, paraît-il, je n'en sais rien, on me le dit, un excellent acteur dans le genre comique. Enfin, là, vous êtes un peu modeste, parce que vous auriez peut-être fait un acteur très bon dans un autre genre que le genre comique. Il n'y a que le théâtre comique qui m'aurait intéressé. Tiens, comme le théâtre comique vous intéresse en tant que critique dramatique. C'est le même goût. Alors, nous sommes arrivés, je m'excuse de ces petits rappels, ces rappels constants, du point de vue chronologique, mais ils sont nécessaires pour jalonner votre itinéraire qui est long, et assez embrouillé, je dois dire, avec toutes vos pérégrinations dans des fonctions multiples. À 20 ans, après avoir quitté la ganterie, vous cherchez une autre situation et vous en trouvez une dans une étude d'avoué. Et là, vous êtes resté assez longtemps dans cette étude d'avoué. Alors j'aimerais que là, vous évoquiez ces souvenirs de cléricature ou cléricat, comment dit-on? Oui, cléricature. Ces souvenirs alors de cléricature dans cette étude d'avoué. Je crois que vous y êtes resté 10 ans. Oui, puis ensuite je suis passé chez le marquis. Oui,
Et pendant ces 10 années, vous avez vu beaucoup, vous avez retenu. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, tout d'abord, qui était cet avoué? C'était un... Comment s'appelait-il? Barberon. Et l'étude était... 17 quai Voltaire. 17 quai Voltaire. Alors, vous habitiez Paris à ce moment-là? Oui, j'habitais rue de Savoie. Dans le 6e? Oui. Vous avez toujours été fidèle à ce quartier-là? Oui. Et quelle était votre fonction? Vous étiez second clerc? Ah non, j'ai commencé par être 3e clerc. 3e clerc, oui. C'était une étude importante. Ah oui. Et est-ce que vous n'avez pas eu envie de préparer votre droit à ce moment-là? Non. Je me suis présenté comme me préparant à faire mon droit, car il fallait que... C'était une façon de vous introduire plus facilement. Oui. Mais vous n'avez jamais eu envie de poursuivre une carrière juridique? Non. Mais cependant, le métier vous plaisait? Énormément. J'ai appris beaucoup de choses. Et je vous dis, je suis arrivé chez Barberon à l'inscription de 1er clerc. 1er clerc, alors là, vous avez c'était une fonction importante dans une étude d'avoué parisienne. Oui. J'avais les dossiers de divorce, de séparation de biens, enfin, à débrouiller moi-même, enfin. Oui. Vous avez dû connaître là beaucoup de personnes. Et parmi les personnages que vous voyez défiler dans cette étude, est-ce qu'il y en a qui sont restés qui sont mieux marqués dans votre esprit, dans votre mémoire? J'ai fait le divorce du peintre Lagandara. Vous n'avez jamais connu le peintre Lagandara? Lagandara, si. Oui. Un peintre mondain. Oui. Il faisait des Espagnol. portraits, oui. Et... Alors, il a divorcé. C'est nous qui avons eu la clientèle de la femme. Elle s'est belle comme ses pieds, mais une merveille. Une beauté extraordinaire. Mais une enfant. Et vous avez dû en voir bien d'autres aussi. Non. Non? Ben, si vous étiez chargé des divorces, là, vous bah avez oui, dû... mais enfin, il y a aussi un grand domaine d'assistance judiciaire. Oui. Alors les justices de paix, ça m'a beaucoup intéressé. Je courais les justices de paix pour telle ou telle chose. Vous alliez au palais aussi? Au palais aussi. Est-ce que l'ambiance du palais vous paraissait prenante ou... Ah, ça m'intéressait beaucoup. Mais vous n'étiez pas sceptique sur tous ces flots d'éloquence déversés? Non. Mais c'est là que je me suis dégourdi un peu. Je me rappelle un jour, il y a la première chambre, le greffier était un être extrêmement désagréable. Alors, c'était mon travail quand j'allais au palais, d'aller trouver ce greffier pour lui demander certaines pièces ou lui en passer, n'est-ce pas? Et il me recevait tellement mal, alors que tous les greffiers étaient si charmants, que si jeune que je l'ai fait, je lui ai dit, vous savez, ça n'est pas parce que vous avez quelques mètres de lustrine sur le corps que vous m'en imposez. Et cette lustrine-là vous paraissait aussi un uniforme. Ouais. Et vous ne deviez pas l'aimer. Oui. Et vous avez quitté cette étude d'avoué 10 ans après. Peut-être, oui. Pour entrer chez un administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire. Monsieur le Marquis. Le Marquis. Et là, vous y êtes resté encore quelques années. Ah oui. Là, j'ai fait des choses très intéressantes. Et quelles étaient ces choses que vous faisiez? Des vous liquidiez, évidemment, des séquestres, des liquidations de succession. Oui. C'est moi qui ai posé les scellés rue Aubert à la banque Imbert. Oui, quand il y a eu le fameux scandale, où tant de gens se sont laissés prendre. Et alors, je me rappelle quand j'étais là, c'est le matin que j'ai fait ça. Alors, un moment, on frappe, et je vois arriver un homme en pantoufle, avec presque un balai de coton, qui me dit, monsieur, est-ce que c'est vrai qu'on pose les scellés? Je lui dis, ben oui, monsieur. Il me dit, monsieur, je suis complètement ruiné. Alors, il me dit, est-ce que vous me permettriez d'aller vous voir tantôt à l'étude? Je serai à mon bureau, la rue Louis-le-Grand, à 2 heures. Et à 2 heures, j'ai vu arriver un homme avec un chapeau tromblon, un pantalon à la sarde, une carne en torsade. C'était un vieux colonel qui avait mis toute sa galette là-bas. Mais il a tout perdu, évidemment. Il m'a dit, je suis perdu. Je lui ai dit, monsieur, c'est bien fait pour vous. Comment vous avez pu croire qu'on vous donnait 40% d'intérêt comme ça? N'est-ce pas, tout c'est niais, tout c'est niais. C'était Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces premiers entretiens, Paul Léotot, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godebert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 7, 11, 14 et 18 décembre 1950. Notez que ces entretiens, Paul Léotot, Robert Mallet, sont publiés au Mercure de France.
Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite.